d'après, c'est quand même avec une certaine émotion que je vois le Richelieu à nouveau plein. Et je suis plein de gratitude pour Georges qui a traversé l'Atlantique pour venir nous présenter son livre qui a donc paru hier. Et je suis plein de gratitude à votre égard de faire vivre à nouveau cette maison qui a subi ça une énième interruption après les fermetures pour révolution, guerre de religion, peste, enfin bon. Depuis 800 ans, il s'est passé des trucs ici. Mais l'important, c'est l'avenir. Et donc, l'avenir, c'est vous, bien sûr. Et l'avenir, c'est ce qu'il s'agit de préparer ce soir. Donc, je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Georges, qui a été vice-président de la Bourse de New York, qui reste un grand banquier d'affaires et un grand prof de Columbia, et qui est donc venu de Columbia pour parler à la Sorbonne. Je ne sais pas s'il est nécessaire de présenter Jézabel, parce que pour beaucoup d'entre vous, elle a été le meilleur prof de votre vie. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui n'ont pas eu cette chance, elle est juste une intellectuelle engagée. Mais enfin, ils sont avec moi à la tribune, ou plutôt ils m'ont fait une petite place à la tribune. Je les en remercie. Et donc, Georges, c'est à toi de démarrer pour nous présenter cet ouvrage par lequel tu entends dénoncer ce qui ne va pas et nous proposer des voies pour nous sortir de l'impasse. Mais... Merci. Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être ici ce soir. C'est un grand honneur d'être celui qui réouvre l'auditoire Richelieu à la Sorbonne quand on vient de Columbia. J'ai été professeur invité, travaillé avec Pierre Charles il y a quelques années. J'ai gardé un excellent souvenir de la Sorbonne. Et avoir l'opportunité de pouvoir présenter quelques idées, mais aussi de pouvoir éventuellement échanger avec vous. Nous allons mettre du temps pour que vous ayez le temps. Je voudrais remercier Pierre Charles parce que je peux vous dire que l'organisation de cet événement, qui était une espèce de nouvelle première, a été difficile à certains moments. Il y a passé beaucoup de temps et je voudrais remercier Isabelle qui a accepté, alors que nous savons l'un et l'autre, parce qu'on a participé à un débat lors de mon livre précédent, que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Mais l'intérêt d'un débat universitaire n'est pas d'être d'accord sur tout. Alors, en revanche, je t'interromps une seconde, Georges, excuse-moi. Il faut quand même qu'on se mette d'accord sur un truc, c'est sur le fait qu'on va appliquer le protocole des arts du spectacle, c'est-à-dire que les comédiens vont quitter leur masque, mais on demande au public de rester masqué. Sinon, il faut qu'on fasse le contraire, et ça nous posera des problèmes avec les autorités académiques. Donc, merci de nous faire la confiance de nous laisser le visage libre. Ne vous inquiétez pas, on est vaccinés, on n'a pas vu de mauvaises personnes. Et je pense que ce sera mieux quand même, on sera plus audible. Et quand vous aurez à parler tout à l'heure, on vous transmettra les micros sans fil pour que vous puissiez parler et être entendu. Merci beaucoup. La photo que vous voyez devant vous n'est pas une photo que j'ai simplement prise. Elle a une histoire. La statue de cette petite fille a été mise en face, sur Broadway, d'une très grosse statue d'un bœuf ou d'un taureau, de boule pour le marché. Et elle avait cette attitude particulièrement intéressante dans laquelle elle avait l'air de dire peut-être qu'il n'était pas le seul à avoir le droit à la parole. L'artiste nous a poursuivi le sculpteur en justice en disant que... Oui, d'accord. En disant que ça dégradait son œuvre. Le New York Stock Exchange l'a reprise en main et vous êtes en face de la façade pour ceux qui sont déjà allés. Tout est dit. Nous allons travailler en plusieurs étapes parce que si je devais vous faire un exposé de 3 quarts d'heure, ça deviendrait extraordinairement compliqué pour le débat. Donc, le premier thème dont je vais parler aujourd'hui, c'est tout le thème du rôle des banques centrales et des gouvernements. Et je vais en parler parce que de manière peut-être surprenante, ils sont effectivement partie prenante aux mécanismes qui créent des inégalités. Vous le savez comme moi, nous avons tous vécu une période de pandémie dans laquelle des drames humains, des pertes d'emploi, du chômage et des problèmes se sont créés. Depuis le bas du mois de mars 2020, la bourse a pris
140-150%. Il semble donc que ces deux mondes, le monde réel, le monde des familles, le monde des entreprises, et le monde de marché, étaient déconnectés. J'avais prévu de sortir ce livre en mars-avril 2020. Et en discutant avec Odile Jacob et Bernard Gottlieb, ils m'ont demandé de tenir compte de ce qui se passait. Je l'ai donc réécrit. Parce que ce que nous avons vécu dans la pandémie, c'est deux choses. La première, c'est une révélation d'une situation qui était déjà compromise en matière de finances publiques et qui posait un certain nombre de problèmes, mais subitement a éclaté. Les chiffres sont incroyables. Et nous allons les voir à travers des graphiques. Et je me posais la question avec un patron d'une entreprise d'énergie cet après-midi, si les 16 trillions que le gouvernement ont dépensé en ce qu'on appelle fiscal policy, budget, avait pu être coupé en deux. Et si on avait 8 trillions pour faire autre chose, on résolvait le problème de la transition énergétique. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est, et vous allez le voir tout au long de l'exposé, il est plus que temps qu'on élucide pourquoi on fait ce qu'on fait. What is the purpose, comme on dit. Et donc, par rapport à cela, je vais tâcher de venir vers vous en prenant à la fois le problème de la dette souveraine, le problème des banques centrales et le premier élément des inégalités, c'est-à-dire que la politique des banques centrales en matière de taux d'intérêt a effectivement appauvri tous ceux qui vivent de leur épargne. Et si certains d'entre vous ont des parents, des grands-parents qui vivent d'une petite plotte qu'ils ont faite pour pouvoir survivre dans les jours difficiles ou pour avoir un complément de pension, ils ont dû commencer à entamer cette plotte parce qu'elle ne rapportait plus rien. Et quand on a un discours avec la Banque Centrale Européenne sur l'expropriation des épargnants, il vous envoie une étude faite par des professeurs allemands qui disent que bien sûr, il n'en est rien. Le premier élément que vous allez voir ici est tout à fait récent. Donc c'est la statistique de l'endettement mondial, et je ne parle pas ici que de l'endettement souverain. Donc nous sommes au-delà du niveau d'endettement à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Je vois que certains d'entre vous prennent des photos des dias. Je n'ai aucun problème avec ça. Je vais confier à la Sorbonne les slides pour les mettre sur un website de telle manière que vous puissiez les consulter. Et comme le dit, et c'est important, dit ceci, le texte que vous voyez là est un texte qui vient de la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle a propulsé les niveaux d'endettement vers de nouveaux sommets. Ces augmentations viennent alourdir des niveaux d'endettement déjà plus élevés que jamais. Si de nombreux pays avancés peuvent encore emprunter, les pays émergents et les pays à faible revenu ont une capacité d'endettement bien plus limitée. La deuxième chose qui est intéressante, c'est aussi de voir d'où ça vient. Vous ne serez certainement pas surpris par les 4 pays qui sont mis ici, et vous allez constater un phénomène dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que vous connaissez peut-être la politique de communication de la Chine, qui est très forte, mais qui ne parle pas beaucoup de sa fragilité financière. La plus grosse explosion de la dette souveraine vient de la dette, tout court, vient de Chine. Les autres ont augmenté également. Prenons les États-Unis pour commencer. Cette slide vient d'un bien connu, donc on vous dit clairement les choses. 4,7 trillions en 15 ans. Je vais vous donner une perspective. Sur ces 4,7, 3 ont été déboursés en 6 semaines. Le montant de 3 trillions
qu'on appelle billions aussi, milliards, le montant de 3 trillions est équivalent aux 3 quantitative easing qui ont duré 10 ans après la crise financière de 2008. Et comme vous le voyez, il y a quelque chose qui s'appelle aux États-Unis un debt ceiling, et donc il se passe beaucoup de politique. Et comme certains médias m'ont posé la question, je peux vous donner la réponse. Il n'y aura pas de défaut immédiat, en tout cas, de la dette américaine, même si tout le monde joue à se faire peur. Quand on parle de la dette, la question qu'on se pose est évidemment celle du déficit budgétaire. Et le déficit budgétaire, je ne vais pas pouvoir vous faire une analyse complète, mais il y a 2 points qui m'ont frappé. Un qui est très spécifiquement américain, même s'il nous affecte tous. Ce sont les dépenses. Vous avez environ 750 milliards dépensés par les États-Unis en matière de dépenses de défense. Ceci vient d'un site parfaitement académique et reconnu. Les 10 pays suivants, pris ensemble, atteignent le niveau des États-Unis. Et les États-Unis continuent à dire on doit dépenser plus parce que we have to catch up. La réalité, c'est que si les États-Unis dépensaient la moitié de ce qu'ils dépensent en défense, nous pourrions tous faire la même chose. C'est eux qui donnent le là et qui donnent le monde. L'Europe a fait un travail considérable depuis 10 ans. Et elle était arrivée à un niveau qui était très clairement en baisse, d'environ 10% sur la dette. Malheureusement, 2020 est arrivé, et vous voyez que l'Europe a repris tout ce qu'elle avait gagné en un an. Moi, je me trompe. Malgré cela, ce sont nos amis japonais qui sont les recordmen toutes catégories de la dette publique, puisqu'ils caracolent en tête avec pratiquement près de 300% de leur PIB. Et la dette du Japon, pour la première fois, on a dit oui, mais c'est à l'intérieur, ce n'est pas dégueu à l'extérieur. Les articles qui commencent à sortir du Japon, et croyez-moi, c'est difficile d'écrire ce genre d'article, commencent à parler de l'intérieur, c'est-à-dire des frais budgétaires de paiement de l'intérêt sur la dette. Parce que même si maintenant on est sur zéro, il n'est pas évident que ça va durer. Et ici, nous tombons sur un deuxième facteur d'inégalité, et même si on fait semblant de dire que ce n'est pas immédiat, je suis obligé de m'adresser à vous. Il est possible que lorsque vous aurez 50 ans, le budget de l'État soit utilisé à 50% pour payer les intérêts de la dette. Vous n'êtes pas des révolutionnaires, mais je peux vous dire, ça ne pourra pas se passer comme ça. Parce que si on doit supprimer l'éducation, la santé et tout pour uniquement payer la dette, on va vers la révolution contre le monde financier. Quand elle aura lieu, n'est pas le sujet de notre préoccupation. Il y a un deuxième facteur qui explique ce qui se passe dans le domaine du déficit budgétaire. Alors, ceci est un graphique du Fonds monétaire international. Je cite mes sources. Nous savons maintenant que l'impôt des sociétés, le taux d'impôt des sociétés, tout pays confondu, a descendu d'à peu près 75%. Et donc, comme le dit de manière un peu ironique cet article, il y a 2 choses dont nous sommes sûrs. L'un, c'est la mort, l'autre, c'est les taxes. Et le commentaire étant, sauf pour les grandes entreprises, qui ne connaissent pas les taxes. Et où en sommes-nous maintenant? Ceci, c'est l'OCDE. Vous savez que l'OCDE, c'est toute l'Europe occidentale, mais c'est aussi le Japon, c'est aussi les États-Unis et le Canada. Aujourd'hui, la contribution des entreprises au niveau de l'impôt des sociétés est de moins de 10%. Et qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ou en 20 ans? On vous a augmenté la TVA, donc c'est une dette parfaitement asociale sur le plan de la consommation. Il y a les salaires. Bref, nous sommes dans une situation où
plus des 3/4 de la taxation qui fournit les recettes à l'État proviennent de vous, de moi, pas des entreprises. Et donc, deuxième élément de l'inégalité, ce transfert qui a permis aux entreprises de se retirer est par définition inégal. Et fort heureusement, nous en parlerons probablement, les initiatives commencent enfin à se faire prendre sur une harmonisation mondiale de la taxation. L'autre élément, c'est la fameuse évasion fiscale. Est-ce que c'est de l'évasion, est-ce que c'est de la fraude, etc. Je n'entre pas dans ce débat. Mais je ne sais pas si vous le savez, mais la fraude fiscale, c'est d'abord et avant tout les États-Unis, la Chine et le Japon. Mais cette fraude fiscale-ci n'est pas la fraude fiscale des particuliers, celle des Pandora Papers, des Panama Papers, etc. Ça, c'est un sujet, c'est un vrai sujet, mais je peux vous dire que même en étant extrêmement optimiste dans la lutte contre la fraude fiscale des particuliers, ça ne va pas changer les déficits budgétaires. En tout cas, pas substantiellement. C'est la fraude fiscale des entreprises. Donc les entreprises se trouvent dans une situation où leur taux d'intérêt diminue, ils ne doivent plus payer d'impôts ou moins d'impôts, et en plus, ils s'arrangent pour pouvoir, comme par exemple les grandes américaines, d'installer en Irlande un endroit où ils ne paient pas d'impôts. Pour pouvoir mener tout cela, compte tenu de la croissance de l'endettement, il fallait quelqu'un qui soit le porteur d'eau. Il y a 10-20 ans, c'était les compagnies d'assurance, les banques, parce que c'était raisonnable. Vous avez ici 3 grandes banques centrales, et la dernière année, vous voyez ce qui s'est passé. Donc, 9 trillions ont été ajoutés à la situation, aux actifs des banques centrales, en augmentation de bilan. Je vous signale que si vous écoutez attentivement les dirigeants des banques centrales, ils vous diront que le fait qu'ils portent éventuellement ça fait partie de la politique monétaire. Le problème, c'est que si vous regardez le mouvement, vous allez découvrir que ces bilans, depuis 10 ans, ont augmenté 7, 8, 9 fois. Dans un papier que j'ai publié, il n'y a pas de porte de sortie. Ils n'y ont jamais pensé avant. Quand vous leur parlez aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'en sortir. Et vous voyez le pourcentage du PIB. Récemment, quelque chose s'est passé dont on parle très peu et qui est un phénomène extrêmement inquiétant. Traditionnellement, vous voyez que les détenteurs de la dette publique américaine sont passés de 50 à, disons, 35% du stock de la dette. En un an, les 35% sont passés à 25%. Et ce que vous avez en dessous, c'est la part des banques centrales. Et donc ceci est la dette américaine. 35% de la dette américaine est dans la Federal Reserve, qui se substitue dès lors aux investisseurs traditionnels. Cela veut dire que la seule raison pour laquelle les taux d'intérêt sont où ils sont, c'est parce qu'on ne doit pas s'adresser aux investisseurs. Je termine sur cette partie-là en vous montrant un graphique qui vient de Yardeni Research, qui est considéré comme un organisme récent. Alors nous sommes sur de très nombreuses années. Il y a 2 lignes, vous pouvez choisir la rouge ou la verte. La réalité, c'est que l'une, ce sont les actifs des banques centrales, et l'autre, c'est le Standard & Poor's 500. Nous sommes donc dans un système de corrélation, je n'ai pas fait les régressions multiples, mais nous sommes dans un système dans lequel nous sentons et nous savons, mais ce ne sera pas le seul facteur, nous espérons, que si aujourd'hui les bourses augmentent comme elles augmentent, c'est en grande partie grâce à 3 QI et aux 9 trillions qui ont été mis sur le marché. Pourquoi? Et je suis sûr qu'on va en parler. Il existe quelque chose qui s'appelle la transmission de la politique monétaire. Ça veut dire quoi? En français, dans le texte, ça veut dire que si la Banque centrale achète des actifs, l'argent qui entre dans le système va entrer dans l'économie.
Il est évident qu'avec 3 trillions en l'espace de 6 semaines, alors qu'il avait fallu faire 10 ans pour la crise précédente, il n'y avait aucune chance que la totalité aille dans l'économie réelle. Et le pourcentage qui est reconnu maintenant par les instituts est que 50% n'a donc pas été utilisé dans l'économie réelle. Ça nous fait donc 1500 milliards. On aurait pu espérer que peut-être une partie de cet argent aurait été à financer l'État. Ça aurait été vertueux. Sauf que la Federal Reserve a décidé en même temps de baisser les taux d'intérêt. Le 10 ans arrivait à 0,25%. Il n'y avait donc plus qu'un endroit où on pouvait avoir du rendement. Et nous y reviendrons. C'est le marché des actions. Et donc, nous avons vécu une période dans laquelle il y a eu plusieurs facteurs qui ont favorisé la bourse, qui ont créé un problème majeur pour l'épargne et qui ont permis, et c'est une décision du secteur public, de diminuer la taxation. Tout ça va dans une seule poche, ce sont les profits et les dividendes. Nous y reviendrons. J'arrête ici ce premier élément parce que nous allons parler d'autres choses après et je passe la parole à Jézabel. Parfait, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et puis surtout merci à Georges Jugeux de nous faire l'honneur de venir présenter son dernier ouvrage. Donc effectivement, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais il y a un certain nombre de constats partagés. Alors le constat que nous partageons, c'est celui d'un dysfonctionnement profond de la finance qui affecte, c'est le titre de votre ouvrage, qui affecte la démocratie. Et vous nous expliquez donc dans cet ouvrage que la démocratie est gangrénée par les inégalités, que la finance contribue à l'accroissement des inégalités. Vous évoquez la déconnexion entre le monde de la finance et puis le monde des familles, vous disiez tout à l'heure, et le monde des entreprises, c'est-à-dire l'économie réelle. Vous évoquez également le populisme dans votre ouvrage, le fait que les dysfonctionnements du capitalisme financier nourrissent le populisme. Et vous dites avec force que la finance se fourvoie et n'a d'autre option que de se réformer, de se transformer et de se remettre en question. Donc ça, évidemment, ce message d'ensemble, nous le partageons. Et la volonté également que nous partageons, en fait, c'est la volonté de dénoncer ces dysfonctionnements et de défendre des propositions. Il y a tout un chapitre de propositions dans votre ouvrage pour essayer de remettre la finance au service de la société. Alors pour autant, on n'a pas toujours, je dirais, la même grille de lecture, ou la même grille analytique. Alors, il y a plein d'aspects sur lesquels je vous suis totalement. Alors des aspects d'ailleurs qui sont nombreux, donc vous ne les avez pas tous évoqués, et puis il n'y a qu'une partie là pour le moment, et d'autres aspects vont venir, mais quand vous évoquez le lobbyisme, pardon, il faut que je le remonte un peu. Quand vous évoquez le lobbyisme des financiers, leur influence sur la décision publique, la capture, là je vous suis totalement. Quand vous évoquez le court-termisme des investisseurs financiers, les problèmes que ça pose, notamment du point de vue du financement de la transition écologique, je vous suis totalement. En revanche, il y a deux aspects clés sur lesquels je ne vous suis pas complètement, ou pour lesquels, en tout cas, je n'ai pas la même grille de lecture, même si, comme vous, j'y vois deux aspects tout à fait problématiques. Alors, quels sont-ils? Il y a d'abord la politique monétaire des banques centrales,
depuis la crise financière de 2007-2008 et renforcée depuis la crise sanitaire. Et puis il y a le problème de la dette. Alors je vais essayer d'expliciter un peu ces éléments de discussion que nous pourrions avoir sur ces deux points. Vous nous dites, les banques centrales ont décidé de sacrifier les épargnants au profit des emprunteurs. En fait, on a l'impression en vous lisant que les banques centrales là, sont en train de ruiner les rentiers. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai l'impression, au contraire, que l'action des banques centrales est complètement au service du capitalisme financier aujourd'hui. Et que l'action des banques centrales, en fait, est là pour essayer de sauver le capitalisme financier. Et les taux très bas, voire négatifs, que vous présentez comme un problème, et j'y vois aussi un problème, mais pour autant, eh bien, je pense qu'ils ne sont en rien une euthanasie des rentiers, pour reprendre l'expression de Keynes. Et je crois qu'il y a même un peu de contradiction, au fond, quand d'un côté, on explique que les excès de la finance ont exacerbé les inégalités et ont donc rendu les riches encore plus riches, et de l'autre, quand l'on dit que la réduction des taux a été, pour les épargnants, une spoliation ou une taxation cachée. En fait, toute l'action qui est menée par les banques centrales avec leur programme d'achat d'actifs, et je pense que je leur dirai un petit peu plus loin, c'est une action qui a eu pour conséquence une augmentation forte des prix d'actifs, et donc une augmentation de la valeur des patrimoines financiers, et qui donc creuse ainsi les inégalités. Vous pointez également l'endettement massif des États, favorisé par des taux d'intérêt négatifs. Et ce que vous pointez véritablement, c'est le niveau de la dépense publique. Et vous le remettez en question, vous déplorez en fait les mesures budgétaires qui ont été prises pendant la crise. Alors, j'ai l'impression que c'est plus la répartition en fait, de ces mesures ou leur destination que vous remettez en question. Alors moi, je ne vois pas tout à fait les choses de cette façon-là. C'est-à-dire que, pour moi, le problème, ce n'est pas la dépense publique. Je pense que nous avons besoin de ces dépenses publiques et que nous allons avoir besoin d'encore plus de dépenses publiques si, justement, on veut réaliser la transition écologique. Moi, ce qui me pose problème, c'est en fait le mode de financement de la dépense publique. Et c'est en cela que je vois la dette comme un mode de financement problématique. Pourquoi? Parce que le financement des déficits publics s'opère sur les marchés financiers et il ne s'opère que comme cela. Il pourrait s'opérer un peu sur les marchés financiers et un peu différemment, mais il ne s'opère que comme cela. Et donc, il soumet les États à la pression des marchés. Cette pression, aujourd'hui, elle est contenue par l'action des banques centrales. Ce sont les banques centrales qui arrivent sur... Alors, en particulier, évidemment, vous avez un prisme plus américain, c'est normal, mais si on regarde les choses du côté de la zone euro, eh bien, la pression, en fait, des marchés sur les États est contenue par la Banque centrale européenne, par ses programmes d'achat d'actifs. Et donc, les deux aspects que j'ai évoqués, politique monétaire et puis dette publique, sont complètement liés. Vous semblez voir en fait comme un problème le fait que les banques centrales aient apporté leur assistance financière aux États à travers le quantitative easing. Alors, je suis d'accord moi aussi pour dire que le quantitative easing est un instrument problématique, précisément parce qu'il accroît les inégalités, comme je dis tout à l'heure, ça accroît les prix d'actifs, donc ça accroît les patrimoines financiers, et donc ça creuse le fossé entre les riches et les pauvres, et ça fait courir un risque de crise financière, d'accord, puisque ça nourrit également des phénomènes de bulles qui, si elles explosent, eh bien, peuvent dégénérer en crise financière. Le seul avantage, à mon avis, du quantitative easing, et en fait, c'est précisément d'apporter une assistance financière aux États, mais une assistance financière en fait qui n'est pas assumée, sans le dire vraiment, et précisément en nous exposant
aux problèmes que nous dénonçons tous les deux, à savoir à ces problèmes d'inégalité accrue et à des problèmes d'instabilité financière. Donc moi, ça m'amène en fait à penser que l'important aujourd'hui serait d'essayer de rétablir un cordon de financement entre les banques centrales et les États. Et là, je pense qu'on va être complètement en désaccord sur ce point-là. Mais il me semble, si vous voulez, que les investissements publics massifs dont nous avons besoin pour la transition écologique, pour l'éducation, pour la santé, pour faire fonctionner un peu mieux nos universités, en l'occurrence, et pour faire fonctionner un peu mieux les hôpitaux, tout ça, ça ne se fera pas, en fait, sans monnaie centrale. Ça ne se fera pas sans mettre directement la monnaie centrale au service des États. Et donc, il me semble que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est la question de savoir comment acheminer beaucoup plus directement la monnaie centrale vers les États. Est-ce qu'il faut que la Banque centrale se contente, comme elle le fait aujourd'hui, d'acheter des titres publics sur les marchés secondaires? Il me semble que la réponse est non, parce que précisément, on l'a dit, ça entraîne des problèmes distributifs, inégalité accrue, et puis des problèmes financiers. Est-ce qu'il serait mieux que la Banque centrale les achète directement sur le marché primaire de la dette? Alors peut-être, ça réduirait la pression du marché. Mais auquel cas, eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas rétablir des possibilités d'emprunt des États directement à la Banque centrale? C'est ce qu'a fait la Banque d'Angleterre au début de la crise sanitaire. Et est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin que cela pour remettre véritablement la monnaie centrale au service de l'économie, au service du bien commun? Est-ce qu'on ne peut pas envisager des dons de monnaie centrale? Il y a des propositions monétaires alternatives en ce sens aujourd'hui. Ça changerait assez profondément le mode d'émission de la monnaie centrale. Mais en fait, le mode d'émission de la monnaie centrale est déjà en train de changer, précisément avec ces programmes d'achat, d'actifs. La contrepartie, la source de la création de monnaie centrale aujourd'hui, eh bien, ce ne sont plus des prêts aux banques, ce sont des titres achetés à des banques, et pas qu'à des banques, en l'occurrence, également à tout autre investisseur financier en dépôt. Et ça m'amène en fait à évoquer une proposition d'annulation des dettes publiques détenues par les banques centrales de l'eurosystème qui s'inscrivait en fait complètement dans cette réflexion sur les formes d'assistance financière que la Banque centrale peut apporter aux États. Alors, vous êtes farouchement opposé à ce type de proposition, vous en dites le plus grand mal dans votre ouvrage que j'ai lu assidûment le week-end dernier. Et il me semble, parce que je fais partie de ceux qui ont défendu ce type de proposition, il me semble qu'en fait, vous ne la prenez pas pour ce qu'elle est. C'est une proposition d'assistance financière à mi-chemin entre les programmes d'achat d'actifs, donc entre le QE et entre le don de monnaie centrale que j'évoquais juste avant. Et surtout, en fait, la proposition telle que nous l'avions formulée, c'était une proposition conditionnelle à de l'investissement public dans la transition écologique, dans la santé, dans l'éducation, pour véritablement engager les États dans des programmes d'investissement beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils envisagent, même avec des actions budgétaires assez larges aujourd'hui. Vous voyez dans la proposition d'annulation de la dette une dangereuse recette populiste, c'est ce que vous écrivez dans l'ouvrage, et vous vous adressez à personnes qui font cette proposition, donc je me suis sentie un peu visée. Vous dites, savent-ils seulement que les dettes ne s'effacent pas sans l'accord des prêteurs? Alors oui, on le sait bien, d'accord? On le sait bien, et c'est précisément, si vous voulez, la raison pour laquelle, en fait, on n'a jamais dit que ça devrait se décider uniquement au niveau des États, ou même que ça devrait se décider seulement au niveau de la Banque centrale.
ce qui a été dit, c'est que ça devrait se décider au terme d'un accord politique de haut niveau, d'accord, qui rassemblerait autour d'une même table les États, la Banque centrale, alors la proposition c'était pour la zone euro, donc la Commission européenne, les parlementaires, c'est tout cela que nous disions. Puis à un moment donné, vous nous dites aussi que ce serait une... Ah oui, un point clé aussi, hein. Cette proposition, elle concernait uniquement les titres de dette publique détenus à l'actif de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, qu'on appelle l'eurosystème. Ça ne concernait absolument pas les investisseurs privés. Aucun investisseur privé n'aurait été lésé dans cette affaire. Et bon, vous avez des mots un peu durs hein, sur cela, et vous nous dites aussi que ces utopistes oublient que les banques centrales ont un bilan, annuler la dette publique, la mettrait dans l'impossibilité de faire face, les mettrait dans l'impossibilité de faire face à leurs déposants. En fait, les banques centrales doivent de la monnaie centrale. Elles doivent de la monnaie centrale aux banques qui ont un compte à la Banque centrale, parce que la Banque centrale est la banque des banques. Mais les banques centrales doivent de la monnaie centrale qu'elles ont le pouvoir de créer autant que nécessaire, tant que la confiance dans la monnaie est maintenue. Alors oui, ça ferait un trou dans le bilan de la Banque centrale, ça ferait des fonds propres négatifs, mais la Banque des règlements internationaux nous le dit, nous l'explique très bien dans son manuel des finances des banques centrales. Une banque centrale peut fonctionner avec des fonds propres négatifs, et si on ne veut pas faire fonctionner la banque centrale avec des fonds propres négatifs, il faut avoir un peu d'imagination comptable, créer un poste d'actifs non exigibles qui permet de compenser l'opération. Donc bon, je ne vais pas faire trop long sur cette proposition d'annulation des dettes publiques, mais comprenez quand même que ce que détient aujourd'hui l'eurosystème à son actif, ce sont environ 3500 milliards hein, de dettes publiques des pays de la zone euro. C'est pratiquement entre un quart et un tiers de la dette publique des pays de la zone euro. Si véritablement on conditionnait cette annulation à le réinvestissement des sommes, on aurait vraiment là de quoi s'engager résolument dans le financement de la transition écologique. Oui, on va passer à la suite. Bon, et j'irai un petit peu plus loin après. Je terminerai sur ce point. Le défaut en fait de l'opération d'annulation, il y en a un défaut. Le défaut, c'est que c'est une opération ponctuelle. Et bien sûr, il ne s'agirait pas non plus de maintenir le QE et puis d'annuler systématiquement. Ça n'aurait pas de sens. Et dans ce cas, la solution la plus claire, ce serait de rétablir ce cordon de financement entre les États et les banques centrales. Alors on discutera de ce point parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec le fait de redonner un rôle important aux banques centrales dans le financement des États. Donc on en rediscutera. Mais moi, au contraire, il me semble, si vous voulez, qu'on a besoin de diriger la monnaie centrale vers le financement des États si l'on veut pouvoir réaliser la transformation dont on a besoin. Ça nous fera des éléments de débat et je vous laisse poursuivre. Reprenons un certain nombre d'éléments dont nous discuterons lors du débat. Je voudrais simplement vous rappeler, nous avons découvert une série de domaines dans lesquels les inégalités ont été créées, à la fois au niveau de la taxation, à la fois au niveau des taux d'intérêt des déposants, et que tout cela a créé effectivement une injection de capitaux dans les marchés qui s'est retrouvée en grande partie en bourse et qui a fait augmenter la bourse, ce qui effectivement permet aux rentiers qui ont la chance d'être dans la bourse éventuellement faire de l'argent. L'investisseur, que je pense pour le moment, c'est le détenteur du livret A. Ça représente beaucoup de monde.
Tout ça ne serait possible que parce que nous avons une fragmentation des acteurs financiers. Et je voudrais maintenant parler du rôle des grandes entreprises et des entreprises en général. Parce qu'il y a collusion entre ce que fait le secteur public et ce que font les entreprises. Je vous ai déjà dit qu'elles ne devaient pas payer d'impôts. Je vous ai déjà dit qu'une série de choses qu'elles peuvent emprunter extrêmement bas, donc, je dirais, de manière ou d'une autre, cela nourrit admirablement les dividendes. Dans ma grande naïveté, j'ai cru qu'on allait interdire en 2020 la distribution des dividendes. En disant aux épargnants, on est désolé, mais c'est une année grave par rapport à laquelle, si vous le permettez, on va passer le dividende. La baisse des dividendes entre 2019 et 2020 était de 5%. En Europe, en plus, nous avons vu une situation très différente. Les actions européennes n'ont pas monté comme les actions américaines. Et il y a un phénomène sur lequel je vous avoue avoir d'énormes problèmes dans le comportement des entreprises qui est devenu la grande mode. Et c'est le rachat par les entreprises de leurs propres actions. Et de nouveau, vous voyez une corrélation assez intéressante de l'évolution de la bourse par rapport au rachat d'actions. Je ne dis pas que les rachats d'actions doivent être interdits. Je dis simplement que l'entreprise qui rachète ses actions, avant de le faire, doit expliquer au public qu'elle a failli à sa tâche, qu'elle n'est plus capable d'investir, qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'elle n'a plus jamais besoin de ses fonds propres, et donc qu'elle les rend à ses actionnaires. Je peux vous assurer que si on demande aux entreprises de s'expliquer, ça va se calmer. Parce que je suis totalement certain que, par rapport aux montants qui sont rachetés ainsi, l'objectif est ailleurs. L'objectif est qu'en rachetant des actions, vous diminuez vos fonds propres, bien sûr, peut-être que vous augmentez votre dette, mais vous faites surtout monter le cours de bourse. C'est arithmétique. Le cours de bourse, c'est évidemment le return de l'actionnaire, mais il y a un deuxième problème derrière le cours de bourse, et derrière une action qui va dans ce sens-là, c'est que vous fragilisez le système. Bien sûr, vous favorisez les actionnaires, mais il manquait un lien dans le système. Le lien le plus puissant dans le système, c'est les stock options et le système qui fait que l'enrichissement des dirigeants d'entreprise se fait sur le cours de bourse et pas sur la performance de l'entreprise. Parce que nous l'avons vu et nous allons le voir. La bourse a monté sans que les performances d'entreprise aient augmenté. Donc, c'est extrêmement intéressant et donc il n'y a aucune raison qu'un CEO, même si c'est un peu compliqué, ne décide pas de racheter des actions parce que l'année prochaine, ces stock options me rapporteront plus d'argent. On a bouclé la boucle en s'assurant que le management est complètement aligné, et on le dit clairement, avec les actionnaires, mais ça veut dire qu'ils ne sont ni alignés avec l'entreprise, ni alignés avec la société qui les concerne. Et il y a un domaine qui m'inquiète beaucoup, c'est les banques. Ici, vous allez voir les rachats d'actions, et vous voyez qu'il y a du bleu clair et du bleu marine. Alors, le bleu marine, c'est le dividende. Donc, je vous ai dit ce que je pensais de peut-être un certain élément sur les dividendes, mais vous voyez tout de suite que ce qui retourne aux actionnaires, c'est d'abord et avant tout le rachat d'actions. Et là, je suis perdu. Et pourquoi je suis perdu? Parce que certains d'entre vous s'en souviendront, lorsque Bâle III est sorti, les banques, dans un grand cœur de secret, ont annoncé « Nous n'allons pas pouvoir financer l'économie parce que vous nous donnez des ratios supérieurs, nous n'aurons plus assez d'argent pour faire du crédit. Donc, vous faites quelque chose qui est très mauvais pour l'économie. Les ratios sont pas faits, les exigences sont supérieures, et dans cette situation-là, les banques disent « J'ai quand même trop de fonds propres. » Alors moi, il faudra qu'on m'explique. Est-ce que les banques ont abandonné la croissance? Je vous signale d'autre part que ce phénomène n'est pas seulement américain et qu'il a repris de plus belle. Et je me souviens d'une discussion avec la Banque centrale européenne sur ce problème. Et on revient sur un sujet que j'ai déjà évoqué. Il est évident qu'il fallait interdire aux banques de racheter leurs actions pour au moins un an.
pour permettre à la situation de se stabiliser. Parce que si vous croyez qu'on sait tout ce qu'il va y avoir comme catastrophe à la suite de la pandémie déjà maintenant, il fallait être prudent. J'ai appris que le métier de banquier était un métier prudent. Les banques ont fait le lobbying. Oui, ils ont obtenu des autorisations. Une petite restriction. Mais le véritable problème, c'est que le responsable de la régulation, quand il va à l'encontre de la politique monétaire, et les banques sont les clients de la politique monétaire, c'est le vote de la politique monétaire qui prévoit la donnée des banques centrales, dans toutes les banques centrales. Et donc, nous sommes arrivés à un système dans lequel le cours de bourse est déconnecté des dividendes. Et vous le voyez ici, vous voyez l'évolution du Standard & Poor's des profits. Vous voyez que ce n'est pas une performance sur les 10 dernières années qui est très illustre. Par contre, le cours de bourse a quadruplé. Et donc, nous sommes dans un système dans lequel l'injection des liquidités, la taxation et aussi des autorisations de share buyback et de distribution de dividendes font que finalement l'entreprise n'a pas de colonne vertébrale morale. Elle ne se pose pas la question de savoir quel va être l'impact dans 2 ans. Je vais vous raconter une histoire qui est connue. Delta Airlines. Delta Airlines a fait un programme, comme toutes les compagnies aériennes, de racheter ses actions. Il s'est terminé en 2018 avec une déclaration triomphante de son CEO en disant « Voilà, chers actionnaires ». 2 ans après, elle devait être sauvée par le gouvernement américain pour ne pas tomber en faillite. On a rendu aux actionnaires quelque chose qui fragilise l'entreprise en se disant que de toute façon l'État interviendra. Ce n'est pas exactement comme ça que je vois la responsabilité de l'entreprise. Je voudrais cependant que vous compreniez que je n'attaque pas les marchés financiers. Je parle des opérateurs financiers. Et que nous n'arrivons pas, sans les marchés financiers, à financer les retraites. Nous n'arrivons pas à faire la transition énergétique ou les soins de santé. Je vais faire une petite digression de 2 minutes. Sur le problème du climat, pour vous annoncer les bonnes nouvelles. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui changent. Et ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des fonds ESG, ça vous dit quelque chose, environnement, social, gouvernance, d'accord, a atteint 7 trillions de dollars. La moitié aux États-Unis. Ceci, ce sont les flux annuels. L'ensemble des hedge funds fait 3. Donc, il y a des investisseurs qui veulent investir dans des actifs, qui vont dans des entreprises, qui font de l'environnement, du social et de la gouvernance. C'est pas perdu. Et je dirais le dis fort parce que c'est tellement tentant, quand on entend tout ce qui se raconte, de croire que finalement, c'est peine perdue. Un grand responsable du secteur est venu dans mon cours expliquer à mes étudiants le problème de la réglementation en matière de climat. Il y avait une série de choses qui s'étaient passées. Les 750 milliards de l'Europe vont pas aller partiellement dans le climate change. Ceci étant dit, je voudrais quand même bien entendre les entreprises du secteur de l'énergie sur le climate change. Parce que tout le monde dit qu'on va aller à l'État. Il n'en est pas question. Les entreprises, même si elles doivent diminuer leurs profits et diminuer leurs dividendes, dans le secteur de l'énergie, vont devoir prendre leur part dans l'infrastructure. Ça ne se fait pas uniquement au niveau de l'État. Vous voyez ici que les énergies renouvelables en Europe se portent mieux dans certains pays. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le plus grand pollueur, vous le savez, c'est la Chine. 51% du charbon mondial est brûlé en Chine. Nous le savons. Et les 5 principaux utilisateurs d'énergie sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie et le Japon. Et pour ceux qui croient que finalement, les mesures qui sont prises, toute une série d'institutions qui disent « je ne vais plus investir dans le fossil fuel », voici les courbes de croissance de la production du pétrole. Les actions des entreprises pétrolières ont baissé de 40%. Derrière tout cela, il y a une idéologie qui est celle de Milton Friedman et du culte de l'actionnaire. Nous ne pouvons plus accepter un discours qui parle uniquement du bien des marchés
et du bien des actionnaires. Il faut l'alignement du management avec le cours de bourse rend impossible une action. Et la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que dans la situation actuelle, les actionnaires ne sont pas devenus une menace pour l'emploi? Parce que les marchés financiers suivent leur intérêt. Et ne tirons pas sur les marchés, ce sont les opérateurs. Mais il y a eu multiplication d'opérateurs à court terme. Enfin, pour que tout cela marche, il faut une collusion et un accord et un financement réciproque entre les États et les entreprises. Et je voudrais vous donner un chiffre ici pour les États-Unis. Le marché de l'emploi reprend ça. Pour les high income et pour les middle income, oui, on est revenu à 2019, mais nous sommes encore à 30% de chômage pour les gens qui sont au niveau du low income. Et il n'y a aucune certitude qu'ils retrouveront des activités. Donc le système doit s'occuper d'abord et avant tout de ceux-là. Le chômage en Europe, dans le sud de l'Europe, est catastrophique pour les moins de 25 ans. Et je voulais vous ajouter un petit élément qui est intéressant ici. Quand on compare la France et l'Allemagne, vous allez découvrir que la France a une croissance extraordinaire, excusez-moi, une croissance extraordinaire de sa dette et un emploi qui baisse, et que l'Allemagne baisse sa dette et augmente son emploi. Il n'y a pas de damnation de l'emploi. Nous allons parler un instant de l'innovation financière parce que j'ai une inquiétude, c'est que dans les marchés de capitaux, il y a de différents types d'innovation financière. Il y a, même dans chacun des produits, des innovations qui sont utiles. Mais il y a aussi des dérives de l'innovation. Les produits dérivés sur action sont essentiellement un jeu américain. Regardez le niveau des Européens. C'est tout pour rien. Mais le produit dérivé, c'était d'abord et avant tout, pour être créé, un instrument de hedging, une couverture de risque qui est parfaitement légitime. Mais nous n'en sommes plus au fond qui vont dans ce domaine-là. Les dérivés sont devenus un marché pour eux-mêmes. Et nous parlons en brut, monsieur, de 300 trillions. Le problème des ventes à découvert. On a tout dit et tout écrit. Faut-il l'interdire, faut-il pas l'interdire? C'est pas ça la question. La question est la suivante. Pour que vous puissiez faire une vente à découvert, quelqu'un doit vous prêter le titre. Celui qui vous prête le titre prend un risque de crédit, qu'il ne comptabilise pas. Il fait un petit rendement, ce qui l'arrange. Il va retrouver l'action 3 mois après. Mais lui, en principe, il joue son investissement à la hausse, alors que celui à qui il prête, il le joue à la baisse. Il faut revoir les règles de risque, parce que les ventes à découvert comportent un risque de crédit. Je passerai sur les cryptos, si vous voulez en parler, on en parlera. Et donc, ce que je voudrais peut-être, c'est demander à Pierre Charles de reprendre le relais et particulièrement de donner sa vision de l'innovation financière. Merci Georges. Si j'ai suivi, le problème qu'on a quand même, c'est qu'on a un secteur financier donc, qui accroît les inégalités, récompense pas les plus vertueux ni les plus productifs, de sorte qu'à la fois au niveau micro, au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau macro, on se demande bien quelle est son utilité sociale parce que les innovations comme celle-ci ont quand même une utilité douteuse. Et puis, on voit bien que quand on parle de la finance désormais, c'est pour parler de l'évasion fiscale et des manières dont la finance récompense non pas ceux qui concourent à la croissance et aux procédures dont on a besoin comme la transition écologique, mais à ceux qui sont suffisamment malins pour l'exploiter à leur profit, comme les actionnaires qui, comme tu disais, guident les rachats d'actions. Donc, ce que tu vas proposer, c'est, j'espère, plus de transparence, plus de fiscalité à l'égard de ce qui est toxique et moins à l'égard de ce qui est bon. Il va falloir quand même que tu nous dises comment on va s'y prendre concrètement. Moi, sur l'innovation financière, il y a quand même un truc qui me frappe, en fait. C'est que on est quand même dans l'amphi où Louis Bachelier a soutenu sa thèse en 1900 sur la théorie de la spéculation. Vous savez, Louis Bachelier, ça a été le premier à proposer une évaluation rationnelle des options.
Parce qu'il se trouve que Paris, c'était le plus gros marché d'options, à l'époque même où on construisait ce bâtiment dans les années 1880, et c'est resté le plus gros marché d'options jusqu'à la guerre de 14. Tout le monde l'a oublié, évidemment, puisqu'on imagine que les options sont nées avec Black et Scholes. En fait, non. Ce gros marché d'options parisien, est-ce qu'on a fait le bilan de ce à quoi il avait servi? Pas vraiment. D'accord. Bon. Mais alors, concrètement, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je ne dis pas ça comme un béni, mais parce que la fraîcheur extraordinaire de ton livre, c'est qu'un financier vienne nous dire, quand même, il y a quelque chose de pourri dans le système financier, c'est que c'est pas ce qui est utile qui rapporte de l'argent, et c'est pas ce qui est utile qui marche. Et tu nous dis manifestement que tout ce qu'on a cru construire ces 40 dernières années, 50 si on compte Jensen et Meckling,